la rediffusion des 3 premières séances qu'ils ont manquées. Donc vous pouvez vous inscrire à tout moment. Le journal, la revue Permanence, vous êtes abonné automatiquement comme inscrit au Mardi Dictus, mais bien sûr, nous comptons sur vous pour vous réabonner au moment du renouvellement de votre abonnement. 4 numéros par an, trimestriels. Vous pouvez vous servir sur la table du fond, pour ceux qui sont là, avec des numéros de permanence, et il y a également des numéros de Capital Social. Capital Social, dont Joseph Touvenel, qui est ici présent et que je suis heureux d'accueillir pour cette conférence, est le fondateur et directeur de la rédaction. Et je dois dire que je suis le rédacteur en chef de cet excellent magazine, Capital Social. Ça, c'est un numéro hors série avec l'Académie d'études sociales sur le travail, qui est notre sujet du soir. Et le dernier numéro courant était le numéro 6, sur la finance, ni ange ni démon. Quant à Permanence, le dernier numéro sur l'islam et la France, le grand défi. Donc, pour cette 4e séance des Mardi Dictus, nous avons la joie d'accueillir Joseph Touvenel, syndicaliste, un vrai syndicaliste, on va dire, éditeur de presse, Capital Social, chroniqueur à CNews, on t'y voit quand même assez régulièrement, au moins 1 ou 2 fois par semaine, à peu près. Tu es un militant dans l'âme aussi, syndicaliste et militant. Tu as toujours vu sur les podiums, dans la rue, battre le pavé, la manif pour tous, les veilleurs. Tu as beaucoup soutenu le mouvement des veilleurs en 2013. Et tes responsabilités syndicales, ancien vice-président de la CFTC, tu as été numéro 2 de la CFTC pendant de longues années. Tu as été pendant de longues années président de l'union départementale de la CFTC Paris. Tu as récemment passé la main à une personne, on va dire, de confiance. Et tu exerces aujourd'hui des responsabilités au niveau européen, au Centre européen du travail, ce qui te vaut d'aller en Moldavie, en Bulgarie, en Roumanie, de sillonner l'Europe pour rencontrer et organiser des événements, des colloques, des discussions avec d'autres syndicats européens, sachant que ce Centre européen du travail rassemble, si je ne m'abuse, des syndicats d'inspiration sociale chrétienne. Voilà. Et la CFTC est une centrale syndicale qui porte ce nom, C comme chrétienne, Confédération française des travailleurs chrétiens. Et Joseph se bat depuis des années pour que ce C demeure, non seulement sur la forme, mais aussi sur le fond, pour que le syndicat n'oublie pas d'où il vient et surtout qui il est. Alors aujourd'hui, nous avons un sujet sur la dignité du travail et le juste salaire, avec cette question: est-ce une utopie ? J'écoutais Michel-Édouard Leclerc cette semaine à la radio, sur une matinale, à propos de l'inflation. Et Michel-Édouard Leclerc disait que l'inflation sur 2 ans avait été de 21% sur les produits alimentaires, ce qui est important. Les coûts explosent, le coût du logement est devenu très très cher pour les gens qui habitent en ville, le coût de la vie est toujours plus élevé, et une France laborieuse, une France qui travaille, a du mal à boucler les fins de mois. Et ça, un des motifs qui a créé le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire une France laborieuse au sens noble du terme, c'est-à-dire qui travaille, qui vit dans la France profonde, abandonnée de ses postes, de ses gares, de ses écoles, de toute forme de service public, et qui n'arrive pas à s'en sortir, et qui paye des taxes à n'en plus finir, et qui se demande où va l'argent. Donc ça, c'était le cœur sociologique du mouvement des Gilets jaunes, et tu t'étais engagé en soutien à ce mouvement des Gilets jaunes avec l'appel pour un nouveau catholicisme social, convaincu que la pensée sociale chrétienne a des réponses à beaucoup des maux qui touchent aujourd'hui notre société, notamment sur la question du travail. Travailler dur et ne pas pouvoir nourrir sa famille correctement ou s'occuper dignement de sa famille, c'est bien sûr, ce n'est pas normal. J'imagine que c'est ce que tu vas nous dire. Jean-Paul II, dans l'encyclique Laborem Exercens, parlait de juste salaire. Il disait, juste salaire, c'est un salaire doit permettre de faire vivre dignement, de pourvoir à l'éducation et aux besoins essentiels d'une famille. Le salaire médian est à 2100 € en France, c'est-à-dire qu'il y a la moitié des Français qui touchent moins de 2100 € net,
avec un seul salaire en ville, par exemple, avec un coût du logement important avec l'inflation, on voit bien que c'est aujourd'hui très très compliqué. Alors cette notion de juste salaire est défendue par la doctrine sociale de l'Église, par l'Église, depuis bien longtemps, depuis plus de 2000 ans. Et tu vas nous en dire quelques mots, plusieurs mots, et même un développement aujourd'hui, parce que sur la question du juste salaire, il y en a qui disent oui, c'est très bien dans le principe, mais la réalité économique dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. On peut pas y arriver. Donc nous sommes parfois vus, les chrétiens, les socio-chrétiens, comme de doux rêveurs qui poursuivent une utopie étant un lieu qui n'existe pas, utopia, le lieu qui n'existe pas. Donc on est parti à la recherche de ce qui n'existe pas. Alors ces grands principes de la doctrine sociale de l'Église sont-ils désincarnés, sont-ils une utopie? Sur cette question de la dignité du travail et du juste salaire, c'est une question difficile, c'est un des sujets les plus difficiles, je pense, mais on s'est dit que c'est un sujet difficile, on va le confier à Joseph Touvenel. Merci Joseph Touvenel, qui va nous entretenir pendant environ 1 heure, et après on prendra les questions. Normalement, si tu... Voilà, j'aime bien avoir la main. Bien, merci Guillaume. Alors bravo aux courageux qui ont vaincu le froid pour venir vous réchauffer jusqu'ici. Bonjour à ceux qui sont en ligne. Vous nous avez peut-être vu un peu ricaner là, quand Guillaume me regardait en disant la doctrine sociale chrétienne, plus de 2000 ans. Oui, parce qu'on entend généralement que ça date du 19e siècle, c'est faux. Le début de la doctrine sociale, ça s'appelle les évangiles. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, il y a beaucoup de choses sociales dedans, j'en dirai peut-être un mot ce soir. Donc il y a plus de 2000 ans, et je vous donnerai d'autres exemples, vous verrez que ce n'est pas le 19e siècle. Donc le sujet, ah oui, Guillaume en me présentant a oublié quand même quelque chose d'un peu important, je suis marié et j'ai 2 enfants, qui sont évidemment les plus beaux, les plus intelligents, parce que ce sont 2 enfants. Dignité du travail, juste salaire, une utopie. Tu l'as dit Guillaume, utopia, forgé avec le grec ou, c'est non, et topos, lieu, en aucun lieu, c'est-à-dire ça serait quelque chose d'impossible. Eh bien, on va voir. On trouve aussi que l'utopie, c'est quoi? C'est la définition d'une politique sociale qui ne tient pas compte de la réalité. Et on va essayer de voir si on tient compte de la réalité ou pas, mais surtout, il faudra se poser la question, qu'est-ce que la réalité? Mais la première chose, c'est de définir un peu de ce dont nous parlons. Et donc la première des choses, c'est qu'est-ce que le travail? Alors pendant des décennies a été pilonné le concept d'aliénation par le travail, avec cette belle formule très respectueuse de Karl Marx, l'ouvrier, c'est animal. Eh bien non, l'ouvrier n'était pas un animal, Karl Marx, une fois de plus, s'est trompé. Et il décrit forcément le monde ouvrier, le travailleur, comme aliéné, aliéné et dépendant d'une autorité hiérarchique et patronale. Et d'ailleurs, je le cite, le caractère étranger du travail apparaît nettement dans le fait que dès qu'il n'existe pas de contraintes physiques ou autres, le travail est fui comme la peste. Le travail extérieur, le travail dans lequel l'homme s'aliène, est un travail de sacrifice, de soi, de mortification. Enfin, le caractère extérieur à l'ouvrier du travail apparaît dans le fait qu'il n'est pas son bien propre, mais celui d'un autre, qui ne lui appartient pas lui-même, mais appartient à un autre. Karl Marx, manuscrit 1884. Alors, il est vrai que dans notre pays, notamment suite à la loi Le Chapelier, donc 1791, vous savez, Le Chapelier, c'était un brave bourgeois révolutionnaire qui a présidé l'Assemblée, et il avait beaucoup lu Jean-Jacques Rousseau, et il a fait passer une loi, la loi Le Chapelier, qui a supprimé toutes les protections qui existaient avant, sous une idéologie, celle de Jean-Jacques Rousseau, mais qu'on retrouve aujourd'hui, celle du libre contrat. Le libre contrat, c'est quoi? C'est de dire, chacun est libre. La Révolution est passée par là, donc citoyens, vous êtes tous libres. Et puisque vous êtes libres, vous pouvez choisir librement. Donc on n'a pas besoin d'avoir de loi, de protection. C'est tout à fait inutile. Vous passez un contrat librement ou vous ne le passez pas. En théorie, c'est assez satisfaisant. Dans la pratique, celui qui peut donner du travail à celui qui en a besoin pour vivre et faire vivre les siens, eh bien, s'il n'y a pas de règle, celui qui peut donner du travail peut tout imposer à l'autre. C'est ce qu'on a connu. Le grand malheur du 19e siècle,
le grand malheur de la classe ouvrière, les enfants dans les mines, ce n'est pas qu'une image, c'était interdit avant. Plus d'horaires de travail alors qu'avant il y en avait. Enfin, toutes les protections qui existaient ont été supprimées. Mais l'erreur de Karl Marx, c'est que la faute n'en est pas au travail. Ce n'est pas le travail en lui-même. C'est l'exploitation du travailleur qui est en cause dans ces cas-là. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et donc cette victoire de l'ultralibéralisme nous a fait une démonstration que quand on installait une société sans règles, c'est la loi du plus fort qui s'impose. Et j'ai cru remarquer que la loi du plus fort était rarement la loi du meilleur et la plus juste. De son côté, la doctrine sociale de l'Église, au XIXe siècle, s'est précisée, mais elle est très claire sur la valeur travail. Le compendium de la doctrine sociale de l'Église nous dit que le travail appartient à la condition originelle de l'homme et précède sa chute. Il n'est donc ni une punition, ni une malédiction. Parce qu'on entend aussi que le travail serait une malédiction suite à la chute et que d'ailleurs le labeur est quelque chose de difficile, etc. Non, non, le travail, ça précède la chute. Le travail, il appartient à la condition de l'homme. Travailler, c'est d'abord garder sa dignité, parce que je suis utile à la société. En travaillant, le travail, c'est participer au bien commun. C'est se réaliser par ce que l'on produit, par ce que l'on fait, par ce que l'on invente. C'est aussi acquérir une indépendance financière pour le travail dans le monde économique. Et donc permettre d'avoir des projets, permettre d'acquérir un espace de liberté, choisir un logement, élever une famille, partir en voyage. Tout ça, c'est lié au travail. Jean-Paul II lui enfonce le clou en nous disant « Le travail est un bien de l'homme, il est un bien de son humanité, car par son travail, non seulement l'homme transforme la nature en l'adaptant à ses propres besoins, et donc l'homme est le maître de la nature, à une condition de ne pas la détruire, la respecter, mais la nature doit être soumise à l'homme. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Si vous avez fait l'essai de laisser la nature toute seule sur un terrain, vous verrez très vite que ça va être envahi par des ronces, etc., et que c'est beaucoup plus difficile à vivre que quand on modèle un peu la nature. C'est pour ça que la France est un aussi beau pays, parce que depuis des générations, il y a des gens qui modèlent avec intelligence la nature, et qui évitent que nos territoires deviennent une jungle dans laquelle on ne peut pas circuler. Et Jean-Paul II nous dit qu'en travaillant, l'homme, en un certain sens, devient plus homme, parce qu'il se réalise, parce qu'il est co-créateur. C'est-à-dire que vous voyez que pour les chrétiens, le travail, la noblesse du travail est de co-créateur quasiment au niveau du créateur. C'est donc vraiment quelque chose de très, très élevé, d'essentiel, de très important. Et puis le travail, ce n'est pas un exercice solitaire. On travaille toujours avec d'autres et pour les autres. Pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, l'économiste Pierre-Yves Gomez a très, très bien théorisé et écrit sur le sujet, sur ce travail avec les autres et pour les autres, qui est aussi une œuvre collective, et à la fois individuelle et à la fois collective. Alors aujourd'hui, cette notion de travail, j'oublie la partie marxiste qui est un peu passée de mode, mais la nouvelle mode, c'est une notion de travail qui est combattue par la notion chrétienne combattue par les ultralibéraux. Alors moi, je suis un libéral au sens de la liberté. La liberté d'entreprendre, très bien. Mais la liberté sans règles et sans loi, ce n'est plus la liberté. La liberté sans règles et sans loi redevient la loi du plus fort. Toute société organisée met des règles. La seule question, c'est à un moment donné, où s'arrêtent ces règles, où commencent-elles, est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il n'y en a pas assez? Mais dans le principe, nous avons besoin de règles. Ici même, il y a quelques semaines, j'avais eu un débat avec Charles Gave, qui est un ultra-libéral. C'était très très intéressant et très éclairant à cet égard. Si vous pouvez le retrouver sur Internet, c'est très très intéressant à voir comment le raisonnement peut venir de quelqu'un qui nous dit on n'a pas besoin de règles dans le monde du travail, laissons faire et le meilleur s'en sortira.
On a eu une démonstration avec les lois Le Chapelier au XIXe siècle. Ça a été vraiment l'exploitation, ça a été le malheur de millions de personnes. Et sur ce terreau de grande injustice se sont développés ces grands courants sans doute humanistes qui sont appelés le nazisme et le communisme. Sur ce terreau de grande injustice, ben voilà ce qui naît. Donc quand on laisse faire l'injustice, eh bien on a en contrepartie, on a en effet boomerang, quelque chose qui arrive, qui est encore bien pire. Et donc pour les ultralibéraux, le travail n'est pas une aliénation, mais c'est seulement un élément de la production, qui est réalisé par une sorte d'outil vivant que l'on appelle le salarié ou l'ouvrier selon son poste. D'où cette logique que vous avez peut-être remarqué du passage sémantique en quelques décennies. Le DRH, qui était le directeur des relations humaines, est devenu un DRH, directeur des ressources humaines. Et c'est pas neutre, la sémantique. Vous remarquerez que les relations, ça se cultive et les ressources, ça s'exploite. Et ce changement sémantique montre bien ce qui peut se passer dans un certain nombre d'entreprises. On est passé de la relation à la ressource. Le travail, évidemment, sont aussi des difficultés de conciliation, vie personnelle, vie familiale, vie professionnelle. C'est le risque aussi d'avoir des organisations totalement déshumanisées dans certaines entreprises. Mais ce n'est pas le travail qui est en cause là, c'est l'organisation du travail. Ce n'est pas le travail en lui-même, ce n'est pas la substance du travail. Et d'ailleurs, l'absence ou la privation de travail, c'est une très très grande souffrance. Évidemment, il y a les problèmes de revenus, mais c'est aussi se sentir et se ressentir comme n'appartenant plus à la société. Si je ne peux pas travailler, j'ai l'impression d'être inutile. Je ne participe pas au bien commun. C'est une vraie et très profonde souffrance psychologique par rapport à la vie de la société. Et puis le travail, ça engage aussi notre responsabilité personnelle vis-à-vis de la communauté humaine. C'est pour ça que ce n'est pas que individu par individu, mais le travail a aussi une dimension collective assez forte. Alors il y a ceux qui pensent que ne pas travailler c'est bien. Saint Paul, qui a toujours été un modéré, déclarait que c'était un devoir, et je le cite, « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ». Ça a une certaine cohérence quand même. Et quand aujourd'hui certains nous disent « on devrait donner un revenu à tout le monde, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas », c'est pas vraiment l'avis de Saint Paul, donc si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Évidemment, le travail peut devenir souffrance quand il est dévoyé, et tout ce que nous avons à faire, c'est justement de respecter le sens du travail et de faire en sorte que ça reste une œuvre. Et quand on dit que la doctrine sociale de l'Église ne date pas d'il y a quelques siècles, Saint Jacques, l'apôtre, dans une lettre, écrivait « Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont venues aux oreilles du Seigneur de l'univers. » Vous voyez que l'apôtre, il s'intéresse au salaire. Et que celui qui ne paye pas, ou qui paye mal, les clameurs des moissonneurs sont venues aux oreilles du Seigneur de l'univers. Et quand il dit ça, Saint Jacques, il n'est pas très sympathique pour ceux qui exploitent les autres. C'est d'ailleurs une condamnation totale de l'esclavage. Saint Thomas d'Aquin, au XIIe siècle, a posé un principe. Il a théorisé ce principe, c'est le principe du juste salaire. Chacun doit vivre dignement de son labeur, lui, sa famille, et il doit pouvoir épargner. Nous sommes au Moyen-Âge. Que nous dit saint Thomas d'Aquin ? Chacun, de par son labeur, doit pouvoir vivre dignement avec sa famille et même pouvoir épargner. C'est-à-dire que le salaire, ce n'est pas quelque chose de survie. C'est quelque chose qui permet de vivre normalement et même de faire des projets et de faire vivre les siens. Alors, Rerum Novarum, l'encyclique, la grande encyclique sociale du XIXe siècle de Léon XIII, parle de l'inaliénable dignité des travailleurs, et ce, en un temps de grande misère sociale et d'exploitation éhontée des plus faibles. C'est pas moi qui le dis, c'est le pape. En 1884, Albert Demain, un grand social chrétien, député, fait une déclaration à la tribune de la Chambre.
et vous verrez qu'elle est absolument d'actualité. Depuis un siècle, des doctrines nouvelles se sont levées sur le monde, des théories économiques l'ont envahi, qui ont proposé l'accroissement indéfini de la richesse comme le but suprême de l'ambition des hommes, et qui, ne tenant compte que de la valeur échangeable des choses, ont méconnu la nature du travail en l'avilissant au rang d'une marchandise qui se vend et s'achète au plus bas prix. Avilissement de la nature du travail, on en fait une marchandise qui se vend et s'achète au plus bas prix. Rerum Novarum, suivi par les autres encycliques, comme Laborem Exercens par exemple de Saint Jean-Paul II, insiste sur le travail comme une des caractéristiques qui distinguent l'homme du reste des créatures, dont l'activité liée à la subsistance ne peut être appelée travail. Le travail, nous dit Saint Jean-Paul II, c'est le fait de l'être humain, de l'homme, de la femme, et Benoît XVI confirmera que le travail doit avoir la priorité sur le capital. Vous savez, Benoît XVI, c'est ce pape marxiste, certainement, quand il nous dit le travail doit avoir la priorité sur le capital. Benoît XVI est quand même un théologien qui réfléchissait. Et quand il nous dit ça, d'ailleurs c'est la doctrine, mais il l'a réaffirmé avec force, le capital lui étant complémentaire. Ça veut dire que le capital n'est pas inutile. Le capital, c'est une ressource. Et on a besoin d'une ressource. Et plus on aura de ressources, mieux ça sera. La question est, de cette ressource, j'en fais quoi? Est-ce que je l'utilise égoïstement? Ou est-ce que je l'utilise dans le cadre du bien commun? Est-ce que mon capital, je l'utilise pour faire travailler les 45 000 enfants qui sont dans les mines de lithium au Congo, aujourd'hui, pour faire fonctionner les voitures électriques des bobos parisiens? C'est une question qu'on doit pouvoir se poser. Comment j'utilise mon capital? Quelle est ma responsabilité par rapport au capital? Et donc par rapport à ceux que je fais travailler? Par rapport à mes employés? Responsabilité directe dans mon entreprise, responsabilité indirecte tout le long de la chaîne. On ne peut pas séparer, quand j'investis quelque part, je ne peux pas séparer mon investissement des conséquences sociales et du traitement et des conséquences sur les hommes et sur les femmes. Je vous donnais l'exemple de ces 45 000 gamins qui, au lieu d'être à l'école, sont dans des conditions abominables dans les mines de lithium, ce qui a l'air de gêner personne. Renault, Stellantis, ex-Peugeot, etc., Ford, ils regardent ailleurs. Les bobos, ils sont très contents avec la voiture électrique, et pendant ce temps-là, il y a 45 gamins dans les mines du Congo qui extraient le lithium, alors qu'on pourrait penser qu'en augmentant un peu les salaires, c'est-à-dire 1 euro de plus pour celui qui paye en finale sa batterie, on pourrait faire travailler des adultes pendant que les enfants sont à l'école, dans des conditions normales. Et puis je vous ai dit, travailler, c'est être co-créateur. Et donc être co-créateur, c'est avoir des responsabilités. C'est donc qu'on a le devoir de fournir un travail bien fait. Non pas sans erreur et sans échec, ça c'est pas possible, mais un travail fait le mieux possible. Et dans la notion de travail, on oublie trop souvent cette responsabilité que chaque travailleur a pour faire correctement et bien son travail. C'est d'ailleurs sans doute aujourd'hui un des problèmes numéro 1 en France. Si je me mets 20 ans en arrière, le salarié français était le plus productif à l'heure. Ce n'est plus vrai, loin de là. Et on s'aperçoit que la qualité du travail en France s'écroule. Pour au moins 2 grandes raisons. La première, c'est que un certain nombre de gens ne sont plus du tout attachés au travail bien fait. Mais on leur a tout expliqué. On leur a expliqué depuis des décennies que le travail bien fait, ce n'était pas ce qui comptait. Ce qui compte, c'est faire un maximum d'argent en un minimum de temps. Donc je peux faire un travail dégoûtant. Si je gagne beaucoup d'argent, tant mieux. Et je n'ai plus cette notion collective. Mon travail doit être bien fait parce que ça sert aussi à l'ensemble de la société. Et puis la deuxième raison, c'est l'écroulement de notre système scolaire. Je discutais avec un ami amiral il y a quelques mois. Il me disait qu'à l'école navale, donc navale, pour y aller, pour y rentrer, c'est un concours. Il faut faire une prépa. Eh bien, depuis 2 ans, ceux qui ont fait la prépa, réussi le concours, sont rentrés à Naval, on leur met des cours de maths
pour les remettre à niveau, ce qui n'était jamais arrivé. Ce qui montre même au niveau de ces élites, parce que c'est des élites, le niveau est descendu, mais quand le niveau descend à tous les niveaux, partout, dans les entreprises, évidemment, il y a plus de difficultés pour que les gens puissent être très rapidement opérationnels. Et puis on a la mondialisation, le développement du commerce transnational, la financiarisation qui transforme les rapports au travail et notamment les rapports entre États et entre entreprises, y compris au sein d'un même groupe. Le lien humain se distend, la chaîne de valeur est de plus en plus difficile à appréhender, le rapport entre le capital et le travail, notamment sur la question du partage de la valeur ajoutée et de la richesse produite, est beaucoup plus difficile à appréhender. Ce qui n'empêche qu'agir avec les entreprises pour trouver un bon équilibre entre le global et le local est tout à fait possible. Pour cela, il y a deux grandes responsabilités, celle du patron, du chef d'entreprise, du dirigeant, et celle des actionnaires. J'attends que la prochaine grande réunion des actionnaires de nos firmes automobiles, on pose la question sur ces enfants dont je vous parlais, qui sont en train de marner dans les mines de lithium en Afrique. C'est la responsabilité des actionnaires, c'est une partie de leur responsabilité. Et donc, en fait, les actionnaires, ils ont un choix à faire, qui est un choix entre la maximisation du profit, de la valorisation boursière, du dividende, et une approche plus large. Alors le dividende, j'ai rien contre, c'est bien, hein. Si je place de l'argent quelque part, il est normal que je puisse en tirer un bénéfice. Mais tout dépend aussi du niveau, de la rapidité, de ce que j'exige. Et on peut avoir une approche plus large, plus humaine, qui inclut le souci du long terme, et puis ainsi qu'une vision de l'entreprise qui est une communauté humaine dont la raison première est d'être au service du bien commun. Communauté humaine au service du bien commun. Pour ça, je peux fabriquer, je peux rendre des services, mais il ne faut jamais perdre de vue le but. L'argent est un moyen utile, mais n'est pas un but. Et si la doctrine sociale de l'Église défend à juste titre la propriété privée, elle ajoute, selon l'expression de saint Jean-Paul II, une hypothèque sociale. La destination universelle des biens, le propriétaire est libre, il doit le rester, mais il est responsable moralement de sa propriété. Les propriétaires des entreprises, les actionnaires, les patrons propriétaires de l'entreprise sont responsables moralement, et il faut que chacun intègre l'idée qu'il sera comptable des talents qu'il a reçus. Si le commerce mondial et la mobilité du capital ne sont pas en soi négatifs, ils doivent être intelligemment encadrés, notamment en veillant au respect de la dignité des travailleurs et de leurs familles. Eh bien, pour veiller au respect de la dignité des travailleurs et de leurs familles, Jean-Paul II nous dit, ça passe par un salaire décent. Ça passe par un salaire qui permet de faire vivre la personne et sa famille. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à faire des nœuds. C'est les objectifs qu'on doit se fixer. Si on refuse de se fixer l'objectif, si on refuse de poser les choses, alors on se laisse entraîner par le jeu de la financiarisation sans mettre plus aucune limite. Et la question est, sommes-nous des êtres humains, des êtres responsables, et l'économie doit-elle être au service de notre développement humain intégral ou non? C'est aussi simple que ça. Et ça touche évidemment à la dignité. Tous les hommes, vous le savez, ont la même dignité de créature à l'image de Dieu et à sa ressemblance. L'homme ne peut être utilisé par aucun homme, ni par d'autres, ni par lui-même d'ailleurs. Parce que quelquefois on me dit oui mais c'est mon choix personnel. Le choix personnel, il a des limites. Personne ne peut personnellement dire eh bien moi je décide d'être esclave. Ça ne marche pas. C'est une atteinte à sa dignité. À sa propre dignité, une atteinte à la dignité humaine. Et donc l'homme n'est pas un moyen, jamais, mais est une fin en soi. Y compris dans la vie économique, y compris dans la vie de l'entreprise. Que chacun considère son prochain sans aucune exception comme un autre lui-même, tienne compte avant tout de son existence et des moyens qui lui sont nécessaires pour vivre dignement, c'est la constitution pastorale sur l'Église dans le monde qui nous le dit.
chacun est considéré comme un autre lui-même. Et vous imaginez, vous, si vous avez des responsabilités, si vous devez donner des salaires, de vous donner à vous-même un salaire qui ne vous permet pas de vivre? Qui ne vous permet pas d'avoir un logement? Qui ne vous permet pas d'élever une famille? Et certains nous disent, oui, c'est normal, c'est la règle du jeu. Non, non, c'est pas la règle du jeu. C'est une anomalie totale. L'autre est un autre moi-même. Après qu'il y ait des différences salariales qui tiennent compte du savoir-faire, de la prise de risque, d'accord. Mais ça veut dire très clairement qu'il y a un minimum, et ce minimum, c'est permettre à chacun de vivre dignement de son travail. Le salaire, ce n'est pas qu'individuel, c'est aussi l'expression d'un projet de société qui tend vers le bien commun. La façon dont je construis une politique salariale correspond à un projet de société. Ou c'est un projet hyper individualiste, il n'y a que moi, là je dis plus fort, et c'est aussi un projet de société. Hein. Ou alors on a une autre vision, la vision du bien commun, et dans ces cas-là, on travaille pour que chacun puisse vivre dignement de son labeur. Mais comme les socio-chrétiens ne sont pas totalement stupides, et notamment saint Thomas d'Aquin, quand il parle du juste salaire, il met à côté le juste prix. Et nous dit-il, le salaire ne doit pas être la résultante d'une négociation privée entre employeurs et travailleurs, mais c'est une question d'utilité publique qui intègre l'évaluation des conséquences des décisions humaines. C'est-à-dire qu'il y ait une liberté de négociation sur le salaire, oui, mais dans un cadre qui prend en compte le bien commun et donc qui prend en compte les besoins essentiels du salarié et de sa famille. Il y a un lien entre l'économie et la morale, et c'est ça le fond du sujet. Où je considère qu'il n'y a pas de lien entre l'économie et la morale, je suis un matérialiste pur, dur, très bien, comme on en a connu dans l'histoire, avec ses grandes réussites. Je citais le nazisme, je peux citer le communisme, grande réussite matérialiste, ou la terreur, grande réussite matérialiste aussi. Ou alors, on considère que dans toute chose, il doit y avoir de la morale, y compris dans l'économie et dans les circuits économiques. Et cette morale, d'ailleurs, a été dénoncée pendant longtemps par bien des économistes. Les principales écoles d'économistes dénonçaient en disant « Mais non, l'économie c'est une chose, la morale c'en est une chose, laissez fonctionner l'économie, etc. » Mais vous remarquerez que dès qu'il y a une crise financière, les mêmes économistes font appel à la morale. « Ah oui, il y a la crise. Oh là, c'est pas bien parce qu'il y a eu des dérèglements. Comment ça, c'est pas bien ? Et les petits gars, si vous voulez laisser les choses aller, ben vous allez avoir des crises, oui, d'accord. Et là, dans ces cas-là, automatiquement, ils reviennent à des notions qui sont des notions morales, notamment d'encadrement, de mettre des règles, etc. Et donc, il faut laisser évidemment un espace de liberté, mais ne pas oublier que cet espace de liberté, il doit être aussi cadré dans l'intérêt bien commun. Saint Thomas d'Aquin nous disait « Le politique doit s'assurer d'une certaine justice afin que le peuple vive bien. » Nous sommes au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, mais c'est toujours aussi valable aujourd'hui, une certaine justice afin que le peuple vive bien. Et cette question de justice, ben, ça touche ce qu'Aristote avait théorisé, et puis repris par saint Thomas d'Aquin d'ailleurs, sur les deux justices. Ce qui est rendu doit équivaloir à ce qui est donné. Il doit y avoir un équilibre entre les deux. Et cet équilibre, c'est ce juste prix dont je parlais. Et très clairement, saint Thomas d'Aquin nous dit, ben voilà, la liberté de prix, la liberté du marché, c'est très bien. Mais il faut mettre des bornes. Première borne, si je veux que quelqu'un touche un juste salaire, une juste rémunération, alors il faut que quand j'achète un objet ou quand je paye un service, je le paye suffisamment pour que la personne qui a fabriqué ou qui a rendu le service touche un juste salaire. C'est aussi simple. Et à l'autre bout de la chaîne, ben c'est pas parce que
j'ai de l'eau et que quelqu'un meurt de soif que je peux lui vendre à n'importe quel prix. Et on retrouve dans les deux cas la morale. C'est-à-dire que la liberté, oui, mais avec des bornes, qui permet d'avoir un juste salaire. Et quand je vois que, partant de chez moi, je prends un billet de RER pour aller à Roissy, prendre l'avion, et que je me rends compte que parfois mon billet d'avion coûte pas beaucoup plus cher que mon billet de RER pour aller à Roissy, je me dis que les gens de ces compagnies aériennes ne doivent pas toucher le juste salaire. Ça veut dire que nous tous, consommateurs, nous sommes aussi responsables des fonctionnements. Est-ce que j'ai le souci, quand je paye un service ou quand j'achète un objet, est-ce que je me pose la question, est-ce que tout le long de la chaîne, ils ont été correctement rémunérés? Est-ce que j'exige d'avoir cette information qu'on appellerait la traçabilité sociale? Eh bien, ça serait pas mal. Ça éviterait que le bobo parisien qui achète sa voiture électrique oublie que les 45 000 gamins qui marment dans les mines du Congo pour tirer le lithium pour sa batterie. Et évidemment, dans le juste salaire, il est juste d'incorporer une dimension couvrant des risques. Risques pris par celui qui travaille. Si je prends des risques, ben, je vais gagner plus, selon ma formation, d'accord. Mais il y a autre chose. Dans la formation du salaire, il ne faut pas raisonner qu'argent. Il faut raisonner aussi protection sociale. Protection pour la santé. Protection pour la retraite. Et je vais vous prendre un exemple. Quelquefois, j'entends gens qui disent « Oui, mais chacun, on peut se débrouiller tout seul. » Oui, d'accord, très bien. Je regarde un peu comment ça se passe sur la planète et je vois que ceux qui se débrouillent tout seuls, ben, il y a beaucoup plus de pauvres que de gens qui s'en sortent. Généralement, c'est pas de classe moyenne et des pauvres. Et donc une certaine mutualisation, pas trop, elle est utile. Pourquoi? Parce que quand on mutualise, ça s'appelle des assurances, on couvre plus de risques que la personne toute seule. Et je vais vous donner un exemple, moi, que j'ai vécu. Dans mon entreprise, il n'y avait pas de prévoyance. La prévoyance, c'est un système pour les gros risques, c'est-à-dire handicap, très grande maladie, accident, décès. Le décès de la personne, on peut avoir une assurance pour le conjoint, pour l'éducation des enfants. Et dans mon entreprise, il n'y avait pas de prévoyance. Et donc, je me suis un peu bagarré, pas très longtemps, parce que j'avais un chef d'entreprise raisonnable. Donc je lui ai expliqué, il dit, ben oui, parce que ça ne coûte pas très cher la prévoyance. Comme le risque est faible, ce sont pour la masse de faibles cotisations. Et j'avais un cadre supérieur qui considérait que les syndicats servaient à rien et que payer une petite cotisation sur son très gros salaire, comme c'était sur les marchés financiers, je vous laisse imaginer ce qu'il pouvait gagner, ça servait à rien, il était assez grand pour s'occuper de tout ça tout seul. Puis il a eu un petit problème de dos, alors il est parti se faire opérer, on ne l'a pas vu pendant 1 an et demi, et au bout d'1 an et demi, il est revenu. Il avait eu une opération qui avait mal tourné, maladie nosocomiale, etc. Père de 5 enfants, il devait avoir 45 ans à l'époque. Quand il est revenu, il ne circulait plus qu'allongé. Il ne pouvait plus s'asseoir. Et il m'a remercié. Il m'a remercié parce qu'avec cette petite cotisation de prévoyance, il y avait une rente éducation pour ses enfants parce que lui, à vie, ne pouvait plus travailler. Et donc, quand on considère le salaire et le juste salaire, il faut aussi réfléchir à la protection sociale. Dans des normes raisonnables, mais sur l'utilité de la protection sociale. Et là, voilà, j'ai eu la chance de vivre un cas très précis. Mais je reconnais qu'il a eu le courage de venir me voir et de me remercier. Voilà. Alors on vous dit que dans le titre, vous voyez, c'était utopie, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas exister, qu'on ne réalisera jamais. C'est pas une utopie, le juste salaire. C'est une nécessité. C'est une nécessité pour le bon fonctionnement de la société. Comme la justice, comme l'ordre juste, comme la paix. Alors peut-être que jamais dans notre monde, on aura la justice, l'ordre juste, la paix, le juste salaire pour tout le monde. Ça n'empêche pas de tendre, et c'est notre devoir, d'améliorer les choses et de tendre
pour le mieux et pour le bien. C'est aussi simple que ça. Et quand on voit le titre qui avait été pris ce soir, Dignité du travail, le travail, c'est de la dignité, et il faut se battre pour qu'il reste, que tous nous soyons co-créateurs. Alors certains peuvent me dire, oui, ben c'est bien joli, mais il y a des métiers vraiment, pour être co-créateur, hein, celui qui vous parle, il a commencé, mon premier travail, ça a été manœuvre chez un horticulteur. Alors on peut se dire qu'il y a de la co-création, très bien. Et j'ai été pendant 2 ans homme de ménage, c'est-à-dire celui qui va dans les entreprises tôt le matin, tard le soir, qui passe la serpillière et nettoie les toilettes. Mais je participais à une œuvre. J'étais co-créateur. C'est-à-dire que si mon travail était bien fait, les gens qui venaient derrière s'en trouvaient mieux, et je le savais. Les relations que je pouvais avoir avec les collègues, ce sont des relations de travail, ça fait partie du travail. Le fait de faire peut-être un petit peu plus le jour où il y a une inondation, au lieu de dire ah, les gars, les 6h45, moi je me tire, ça fait partie du travail. Ça fait partie de cette relation, de cette responsabilité. Et à côté, nous devons tendre à ce que disait saint Thomas d'Aquin, Moyen-Âge, XIIIe siècle, chacun de par son labeur doit pouvoir vivre dignement, lui, sa famille est épargnée. C'est quand même un bel objectif. Je vous remercie. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. En plus, vous avez un syndicaliste, vous pouvez tout dire. Les grèves, il y en a assez, les SNCF, je ne la prends pas, je suis d'accord avec vous. Hein. Moi j'ai une question. On va donner le micro. J'ai une question. Vous parlez beaucoup du salaire, vous parlez beaucoup du juste salaire. Et donc concrètement, comment ça se traduit dans la vie réelle? Comment on peut déterminer un juste salaire? Par quel outil, par quel moyen on arrive à répondre à cette question? Combien, quoi? Pas combien, non. Le SMIC, c'est un juste salaire, par exemple. Alors évidemment, ce n'est pas le même salaire pour tous dans tous les pays. Ça dépend du niveau de vie de chaque pays. Il y a ce qu'on appelle chez nous, mais ce n'est pas dans tous les pays, un salaire minimum. Ça, c'est déjà un très grand pas. C'est-à-dire qu'il y ait au moins un minimum pour celui qui travaille. Alors, à mon sens, si ce n'est pas le juste salaire, parce que ce n'est pas avec le SMIC à Paris que je peux vivre et faire vivre ma famille. Mais il y a des pays qui ne l'ont pas. Aujourd'hui, on se bat au niveau européen, et ça progresse, pour que dans chaque pays de l'Union européenne, il y ait un salaire minimum. Alors, comment on peut arriver à quelque chose de juste? On regarde pays par pays, on regarde, et si on est capable de le faire, la consommation normale d'une famille, le coût du logement, tous les coûts, le coût de l'éducation, ça varie selon les pays, ça on peut le voir, le coût de la nourriture, et on peut arriver à déterminer quel est le salaire qui permet de vivre dignement. Alors, dans le même temps, on ne va pas arriver à ça du jour au lendemain parce que nous sommes dans la compétition internationale. Mais qui nous empêche, dans la compétition internationale, de mettre un peu de morale? Qui nous interdit de mettre un peu de réciprocité? Personne. C'est juste notre manque de volonté. Moi, j'ai rien contre le fait que les petits Chinois travaillent et produisent des choses. Par contre, j'ai beaucoup contre le fait que ce soit des quasi-esclaves dans bien des cas qui produisent, ce qui fait une concurrence déloyale. Qui nous empêche de dire nous refusons la concurrence déloyale en matière sociale, en matière fiscale, en matière environnementale? Alors je ne dis pas brutalement du jour au lendemain, mais est-ce qu'on a cet objectif? De dire qu'il est quand même anormal de mettre des règles, des réglementations en France énormes, et que celui qui va produire la même chose en Bulgarie, règle sociale, il n'y a pas grand-chose, règle environnementale, il y a encore moins, et règle fiscale, c'est plutôt les valises sous la table. Et je ne parle même pas du Vietnam, de la Chine, etc. Qui nous empêche, qui nous interdit d'avoir une option politique pour pousser dans ce sens? Pour expliquer à des partenaires qui s'appellent les Espagnols, qui s'appellent les Allemands, qui s'appellent les Italiens, que notre intérêt commun est bien compris, c'est celui-là. Et qu'en plus, si on fait ça, on permet le développement du niveau de vie dans les pays les plus pauvres, ce qui est un enrichissement pour tous.
C'est ce que nous avons connu, nous, 19e siècle, 20e siècle, à un moment donné, quand on fait monter progressivement les notions sociales, c'est tout le monde qui progresse, c'est une classe moyenne qui s'épanouit. Qui nous interdit de se fixer ces objectifs? Personne. Donc c'est pas si difficile, encore faut-il en avoir la théorie, enfin la volonté, parce que la théorie elle est simple, encore faut-il avoir la volonté, mais nous n'avons pas la volonté, pourquoi? Parce que certains ont compris qu'ils pouvaient s'enrichir très très rapidement en niant toutes les règles morales. Et pourquoi s'ennuyer à faire travailler des gens en France dignement alors que je peux faire travailler des quasi-esclaves ailleurs? Ben voilà, on en revient aux règles morales. Et sur le SMIC, on ne vit pas avec un SMIC et 2 enfants aujourd'hui? Non, c'est parce que... Alors, On vivait... veut un SMIC à 2000 ou à... Non mais alors ça, il ne faut pas rêver, il ne faut pas non plus détruire l'économie. C'est-à-dire que la décision, elle ne peut pas être brutale. Donc c'est une montée progressive, pas tout seul. Ou alors, tout seul, tiens, il y a un pays où ils gagnent des gros salaires, qui s'appelle la Suisse. Ils ont en Suisse. Vous savez combien gagne un chauffeur de bus en Suisse? C'est plus de 5 000 €. J'ai pas compris que la Suisse était en faillite. Donc c'est possible. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'en a pas la volonté, parce que ça n'intéresse pas nos politiques, parce qu'ils ont d'autres intérêts plus immédiats de politique financière à court terme et pas une vision prospective du pays. Mais la Suisse nous démontre tous les jours que c'est possible. Alors ça s'appelle aussi avec une dose de protectionniste. À un moment donné, on met des règles. Et on demande qu'on respecte les règles pour le bien commun. Un détail, on l'évoquait je crois à l'oral, c'est sur le lieu. Un SMIC à Paris, c'est pas du tout pareil qu'un SMIC au fin fond de certaines régions où on peut vivre, je crois, correctement avec 2 SMIC. À Paris, c'est pas possible. Alors, oui et non. Oui pour le logement. D'abord, salaire minimum, c'est le minimum. Moi, en dessous le minimum, je ne sais pas ce qu'il y a. Alors effectivement, les charges ne sont pas les mêmes. Mais à Paris, on va avoir une charge de logement beaucoup plus élevée qu'en province. En tout cas, oui, beaucoup plus élevée que si je prends un village, etc. Mais quand je suis dans le village de province, il me faut forcément une voiture. Sinon, je ne peux pas travailler, avec tous les coûts que ça engendre, etc. Si j'ai les enfants, il faut pouvoir les emmener. Donc on s'aperçoit, et à un moment donné, la règle ne peut pas prendre tous les cas, mais effectivement, on pourrait se poser la question, SMIC à 2-3 vitesses, mais alors là, ça devient ingérable. Donc il faut mieux faire le minimum pour tout le monde. Et effectivement, ça ne sera pas exactement la même chose. Il y en a un, son minimum sera plus dans le logement, l'autre, ça sera plus dans les transports, la nourriture, les services publics qu'il faut rendre accessibles parce qu'il faut que j'aille à la gare, etc. Mais effectivement, il y aura toujours, on n'arrivera jamais, et c'est tant mieux d'ailleurs, à tous une égalité, l'égalité trompeuse de tous traités de la même façon. C'est un peu normal qu'il y ait des différences. D'autres questions? Oui, Jacques. Oui. Vous dites qu'il y a des pays où ça va bien, mais il y a aussi des entreprises qui vont bien. Absolument, vous avez raison. Il y a des entreprises qui vont très bien dans des secteurs ultra concurrentiels et qui vont beaucoup mieux que les autres parce qu'ils ont des patrons intelligents. Je n'ai pas dit le contraire. Par contre, ces mêmes entreprises rencontrent des difficultés qui sont liées souvent à des concurrences déloyales. Par exemple, si je prends quelqu'un que j'apprécie assez, qui est le président du syndicat patronal CPME, il a une entreprise de bâtiment, enfin pas que de bâtiment, qui fait des choses admirables. C'est par exemple son entreprise qui avait fait l'Hermione. Donc il y a des gens qui vont travailler à la fois refaire ces vieux vaisseaux, mais à la fois des maisons, il y a tout un travail qui est à la fois de base et presque d'art. Et que dit-il dans le bâtiment? Dis-moi, je respecte les règles, je ne fais pas travailler des gens au noir, mais ça m'est très difficile parce que je subis une concurrence déloyale. Alors, son entreprise se porte pas mal,
Mais il a cette difficulté. Après, selon les secteurs, mais heureusement qu'il y a des entreprises qui se portent bien, heureusement qu'il y a des entreprises qui fonctionnent bien socialement. Là où, dans les entreprises de taille moyenne ou petite, pas toujours, mais souvent ça va mieux parce qu'il y a la relation humaine. Et le patron de la CPME d'ailleurs dit nous dans nos entreprises on est à portée d'engueulade. Et donc ça nous remet en tant que patron les pieds sur terre, on est à portée d'engueulade. Le problème c'est les très grosses entreprises où on peut avoir de bons patrons aussi, hein, mais ça s'éloigne de la portée d'engueulade, ça s'éloigne du salarié, ça s'éloigne du concret. Et à un moment donné, ils oublient leurs responsabilités sociales. Il a confié à un cabinet qui va nous faire des tableaux Excel, etc., totalement déshumanisés, parce que c'est plus leur propos, parce qu'ils ne savent même plus d'ailleurs leur métier, et ils ne savent même plus qu'ils ont des personnes. Alors, moi, je suis effaré de voir la génération de mes enfants qui arrivent à un moment de la retraite et qui disent vivement la retraite pour qu'enfin on puisse travailler de façon intelligente. Qu'on fasse quelque chose qui nous plaise et qui correspond alors qu'on nous fait travailler comme des imbéciles. Et ça, c'est effarant. Moi, c'est l'autre face. Le travail doit rester, je l'ai dit, la participation à une œuvre. Et effectivement, on a des méthodes de travail qui deviennent totalement déshumanisantes. Et ça aussi, il faut en sortir, mais c'est aussi un problème de volonté. Et en fait, c'est aussi un problème d'efficacité, si on a une vision sur le long terme. Parce qu'il y a l'efficacité à court terme, où on va presser le citron. Mais le citron, à force d'être pressé, c'est la nouvelle génération où je vois des tas de chefs d'entreprise, des économistes qui disent « Ah, quand même, les jeunes, hein. Ah ben les jeunes, ils rentrent dans l'entreprise et puis après, ils partent. » Mais attendez, petits gars, qu'est-ce que vous avez appris depuis des années ? Vous avez appris que la réussite dans la vie, c'était d'avoir le meilleur rendement. C'est la méthode tapis. Le meilleur rendement, c'est quoi ? C'est j'en fais un minimum pour en tirer un maximum. C'est ça le meilleur rendement. On a dit que dans la vie financière et dans la vie de l'entreprise, la bonne entreprise, c'est celle qui a le meilleur rendement. Alors on écoute et puis on comprend, mais moi je suis ma petite entreprise personnelle. Ben moi aussi je suis une petite entreprise, alors ma petite entreprise, ben mon meilleur rendement ça va être quoi ? En tirer le maximum en faisant le minimum. Eh oui, le matérialisme en action, c'est ça. Ou alors je mets une vision morale liée au bien commun et à la responsabilité personnelle que j'ai dans mon travail. Et puis alors, depuis, disons, les années 80, grâce à un système en principe vertueux mais qui se retourne contre lui-même, le système des stock options, les actionnaires ont acheté les managers et il n'y a plus que, au lieu d'avoir trois parties prenantes, le capital, le personnel et le client, le personnel qui était défendu par les managers professionnels a été acheté par le capital, et ce qui fait que le personnel est devenu une variable d'ajustement. Le capital en soi, c'est pas mal, hein. Je le redis, le capital, moi je préfère qu'on en ait plutôt qu'on n'en ait pas. C'est ce que disent tous les pauvres. Hein. Le problème, c'est la financiarisation du monde. Et effectivement, on s'aperçoit que dans bien des cas, l'entreprise qui est restée familiale n'a pas le même fonctionnement et pas la même pérennité que l'entreprise où derrière, ceux qui sont à la direction de l'entreprise, en fait, ne dirigent plus rien. Donc, du coup, les relations sociales, on n'a jamais affaire à un patron, on a affaire à un salarié qui est normé et formaté, et tout part en déliquescence. Pour les stock options, ben, c'est pas compliqué. C'est aussi un problème de cadrage. À un moment donné, l'idée n'est pas mauvaise, mais à un moment donné, il faut cadrer pour éviter les dérives qu'on connaît. Moi, j'ai vu des gens de chez Airbus, il y a quelques années, où, comme fiscalement c'est intéressant,
ils avaient normalement un intéressement, donc un intéressement avec des objectifs. Mais ils savaient que de toute façon, les objectifs seraient remplis. Parce que le truc, c'était de leur verser du salaire défiscalisé. Donc de toute façon, tous ces cadres supérieurs, les objectifs, ils n'avaient pas à les atteindre, c'était prévu pour qu'ils les atteignent, pour qu'ils aient une défiscalisation du salaire. Donc quand il y a une bonne idée, il faut regarder les effets pervers, et puis voilà. Joseph, tout à l'heure, tu as fait un lien entre juste salaire et juste prix. Et je voudrais prendre un exemple qui est celui de l'alimentaire, des produits alimentaires. On a ceux qui produisent, donc les agriculteurs, les producteurs, ceux qui transforment, l'industrie agroalimentaire, et ceux qui vendent, la grande distribution. Donc il y en a principalement 3 dans la chaîne de valeur. Ceux qui transforment vivent bien, ceux qui vendent vivent bien, et ceux qui produisent à la base vivent mal. Alors là, c'est pas juste salaire, parce qu'ils sont généralement pas salariés, mais juste revenus, ça revient au même. Est-ce qu'on se retrouve dans une situation où grande distribution et industrie agroalimentaire, entre eux, sont dans un rapport de fort au fort, où finalement il y a un bras de fer permanent, mais où ils arrivent à s'en sortir parce qu'on fort est fort, et les agriculteurs dans le rapport du faible au fort? Mais comment on fait dans ce cas-là pour qu'il y ait une juste répartition de la chaîne de valeur et au bout du compte, et à la base même, un juste revenu pour l'agriculteur? Qui décide quoi? Comment on fait? C'est tout le problème du juste prix. Et donc à nous, consommateurs, de pousser pour que, par exemple, sur le lait, on a des possibilités maintenant. Il y a du lait qui est un peu plus cher parce que le producteur est justement rémunéré. À nous de pousser pour que ça soit comme ça. Parce que je ne crois pas non plus trop aux lois, aux règles, aux machins qui enferment, qui sont détournées. C'est vraiment la conscience morale et celle du consommateur. Mais après, il y a des choses simples pour faire baisser des prix. Hein. Quand vous ouvrez les grandes surfaces le dimanche, quelles sont les conséquences? Alors, vous coulez vos commerces de proximité dans les centres-villes, dans les bourgs, mais celui qui en parle le mieux, c'est Michel-Édouard Leclerc, qui dit « Moi, je n'ai aucun intérêt à ouvrir mes centres Leclerc le dimanche. Par rapport à la situation précédente où on était ouvert pendant 6 jours, quand j'ouvre un 7e jour, je ne vends pas plus. J'étale ma vente sur 7 jours au lieu de 6. Différence, j'ai une journée de charge supplémentaire. Donc je n'ai aucun intérêt. Sauf si mon concurrent à côté ouvre, alors il me prend mes parts de marché. Ben, si on en revenait, alors, comment ils s'en tirent tous? Avec une journée de charge supplémentaire sans vendre plus? Ben, c'est pas compliqué, hein. C'est le client qui paye. C'est une des explications. Et puis je tue la concurrence. Mon but dans ces cas-là, c'est de tuer la concurrence. Et la concurrence que je tue le plus facilement, c'est le petit commerce, le commerce de proximité, qui fait plus d'emplois, qui maille les territoires. Donc c'est très intéressant à observer, mais voilà, c'est une des causes et celle-là. C'est pas la seule. Il y a sans doute les marges. Quand on regarde les marges tout le long de la chaîne, effectivement, l'agriculteur a des marges beaucoup plus faibles que la grande distribution et que surtout ceux qui sont entre les deux. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'argent entre les deux. Ça se travaille aussi dans la durée, mais c'est la responsabilité du consommateur qui doit exiger une bonne information. Alors Véronique, qui est à distance, voudrait une précision et ton avis sur la question du juste salaire. Elle fait remarquer à juste titre que 2 personnes qui ont le même emploi, l'un est père de 7 enfants, l'autre est célibataire. Père ou mère de 7 enfants, l'autre est célibataire. Alors, le juste salaire... Si il est célibataire avec 7 enfants, il va gagner des gros revenus. Le second est célibataire et l'autre a 7 enfants. Bon, alors, est-ce que celui qui a 7 enfants doit être mieux payé? Est-ce que c'est juste qu'il a un meilleur salaire que celui qui est célibataire? Alors, le cas s'est posé très concrètement. Et il a été résolu d'abord par des patrons socio-chrétiens et les syndicats chrétiens qui ont inventé quelque chose qui s'appelle les allocations familiales. Parce que des chefs d'entreprise, notamment en Savoie, en Bretagne, dans le Nord, se sont dit, mais quand je donne le même salaire à un ouvrier célibataire ou à quelqu'un qui a charge de famille, celui qui a charge de famille, il a du mal à boucler les fins de mois. Donc je vais leur donner plus, librement. Oui, mais on s'est vite aperçu qu'entre celui qui avait ce geste social et qui servait l'ensemble de la collectivité d'ailleurs,
Et puis son concurrent, qui n'était pas du tout social et qui tirait sur les salaires, ben, il y en avait un qui évidemment a plus de mal à résister à la concurrence parce qu'il avait des coûts plus élevés. Donc on a inventé les allocations familiales, qui était une excellente idée, pour justement permettre à ceux qui avaient des familles nombreuses de vivre à peu près au même niveau que ceux qui n'avaient pas des enfants. Oui, mais depuis quelques années, là, on peut mesurer. Hein. En gros, l'écroulement a commencé, alors plus ou moins rapidement, mais il a commencé sous Valéry Giscard d'Estaing. Et comment regarder. Et aujourd'hui, les allocations familiales, enfin, pour des familles qui ont des enfants, etc., c'est plus du tout ce que c'était, c'est-à-dire cette remise à niveau. Parce que, est-ce qu'on a une notion de l'individualisme personnel, l'individualisme des entreprises, ou aussi une notion de la nation, du collectif? Et donc, si j'ai une notion du collectif, à la fois, chacun doit pouvoir vivre dignement de son travail, mais l'intérêt collectif, c'est d'aider les familles. En tout cas, c'est une véritable option. Alors, certains pensent le contraire. Hein. Certains pensent que l'intérêt du collectif, c'est de tuer les familles. Enfin, c'est plutôt les intérêts égoïstes, c'est de tuer les familles. Mais si on a la notion de l'intérêt collectif et celui de la nation, alors on met une vraie politique familiale. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Bonjour, je vous remercie. Je partage aussi votre diagnostic sur le juste salaire. J'avais une remarque concernant tout ce qui était le travail au noir. Est-ce que le travail au noir ne serait pas davantage favorisé par une hausse de la fiscalité et des normes sociales qui avantagerait davantage, on le voit dans la restauration immobilière ou même dans la restauration, en fait, certaines personnes ne vont pas forcément vouloir déclarer des embauches. Oui, alors ça, c'est le coût du travail dont vous me parlez. Et effectivement, le coût du travail pour l'entreprise, c'est quoi? C'est le salaire que je verse et l'ensemble des charges qui vont avec. Et ça pose un certain nombre de problèmes. D'ailleurs, le problème en France aujourd'hui, quand on vous parle des 35 heures et de la durée du travail, c'est pipeau. C'est pas ça le problème. Si c'était le problème, il faudrait m'indiquer la loi qui interdit à un chef d'entreprise de faire travailler ses salariés au-delà de 35 heures. Je crois que cette loi n'existe pas. Par contre, si un chef d'entreprise dit à un salarié, vous faites des heures supplémentaires, donc celui qui a 35 heures, vous en faites 35, le salarié est obligé d'accepter. Problème, si je paye mes heures supplémentaires 25% de plus, alors ce qui n'est plus toujours le cas, mais on va prendre ça, 25% de plus, je peux obérer ma rentabilité. Donc on a un véritable problème de coût du travail. D'augmentation sur la durée, si au-delà de 35 heures, le coût du travail augmente, et puis le coût du travail par rapport à la concurrence, et notamment par rapport à la concurrence internationale. Ça, c'est des vrais sujets sur lesquels il faut travailler, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, regardons les règles sociales, fiscales et environnementales. Après, la lutte contre le travail au noir est tout à fait possible, hein, mais il y a des réseaux, alors il y a des gens, évidemment, ils sont très contents de travailler au noir, parce qu'ils ne vont pas payer d'impôts, pas de taxes, etc. Mais pour la société, ils vont vieillir et à un moment donné, ils vont venir nous voir en disant « Au secours, j'ai pratiquement pas de revenus et maintenant je ne peux plus travailler parce que je suis trop âgé, donc il faut qu'on m'aide. » Donc là encore, il y a une question pratique et morale. Et puis il y a des patrons qui sont très contents d'exploiter des gens sans couverture sociale, en les payant moins, en payant... ça, c'est pas... tout ça peut s'organiser, alors il y en aura toujours un peu, mais on peut lutter contre. Aujourd'hui, je vois des projets gouvernementaux qui nous disent il y a des métiers en tension, alors on va faire venir des étrangers pour occuper ces postes. Et j'ai entendu une ministre, enfin à cette heure-ci, elle n'est peut-être plus ministre d'ailleurs, qui nous disait oui, mais par exemple, dans la restauration et le bâtiment. Ben, enfin, dans ces cas-là, il faut payer correctement, les petits gars, et vous aurez plus de monde. Je croyais que la règle, c'était l'offre et la demande. Et là, ça ne fonctionne plus.
Eh ben, il faut, si c'est des métiers particulièrement difficiles, etc., alors il faut... et puis on va peut-être baisser la paye des traders, hein, moi qui gagnent beaucoup trop d'argent par rapport à ce qu'ils font, et par rapport à l'utilité sociale qu'ils peuvent avoir. Je ne dis pas qu'ils n'ont aucune utilité, hein, mais il faut regarder. Après, on a aujourd'hui en France atteint, pour les prélèvements, taxes, impôts, tous les prélèvements sociaux, on en a beaucoup, beaucoup trop. Ce qui est un énorme problème pour les entreprises. Alors, après, les plus grosses entreprises payent moins d'impôts que les plus petites. Parce qu'ils ont tous les évitements légaux, hein, fiscaux. Malgré un taux d'impôt sur les sociétés supérieur aux petites, ils payent moins d'impôts. Enfin, les taux vont être les mêmes, mais mes bénéfices, je les fais baisser. Je connais beaucoup de multinationales qui font venir des produits en France qui transitent par la Suisse, en tout cas fictivement. Et on joue avec les impôts, les charges, etc. Bon. Voilà, ça aussi, ça se regarde, ça se travaille. Mais tant qu'on aura des taux d'imposition très élevés, mais il faut bien expliquer aussi aux gens qui travaillent au noir que, attention, parce que c'est votre avenir, et après venir pleurer en disant j'ai pas de revenus, bah oui, mais... Et pour moi, une fois de plus, on met la morale. Et je termine sur les métiers en tension. Donc il y a ce métier-là, hein, où on peut trouver des bras, on peut trouver le monde. Quand on a des millions de personnes au chômage, y compris des tas de jeunes sans emploi, moi, ça me pose un problème. Quand je vois toute une polémique sur la prime de Noël qui a été retirée à machin parce qu'il brûlait des voitures, mais enfin, de quel droit je vais donner une prime de Noël à un gamin de 20 ans qui ne va pas au boulot? Alors qu'on me dit qu'il y a plein de boulot dans le bâtiment, dans la restauration, etc. C'est la lâcheté de notre société. Et puis il y a les autres métiers, qui sont des métiers, par exemple des médecins. On me dit on a besoin de médecins dans les hôpitaux, ça c'est exact. Et les mêmes qui ont toujours leur grande conscience en bandoulière ne voient aucun mal à piquer les médecins des pays d'Afrique, qui en ont encore plus besoin que nous. Ou alors il n'y a pas de problème sanitaire en Afrique, hein, ce serait une bonne nouvelle. Ça, ils n'en ont aucun mal pour les faire venir chez nous, bien égoïstement. Comment veut-on que ces pays se développent si on pique leurs élites? Et je parle de l'Afrique, mais je peux vous parler de l'Europe, où le drame des pays comme la Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie, que je connais très bien, c'est que plus du tiers des personnes en âge, des actifs, plus du tiers des actifs travaillent en dehors de ces pays. Comment peuvent-ils se développer quand on prend leurs médecins, mais quand on prend aussi leurs ouvriers du bâtiment, leurs carreleurs, parce que c'est des métiers, ça s'apprend. Quand ils sont formés, s'ils viennent chez nous, comment veut-on que ces pays se développent? Et ce dont je n'avais pas pensé, c'est une responsable syndicale féminine roumaine qui m'a dit un jour « Mais Joseph, tu n'imagines pas le drame de ces enfants livrés à eux-mêmes parce que leurs deux parents travaillent à l'étranger. » Et aujourd'hui, dans ces pays, vous avez des villages avec des vieillards et des enfants livrés quasiment à eux-mêmes. C'est un drame pour le développement des pays, c'est un drame pour les gamins en question. Hein. Et ceux qui ont la bonne conscience en bandoulière, ça ne les gêne pas. Moi, ça me gêne un peu. Alors, il nous reste 3 ou 4 minutes. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, moi, j'en ai une. Et à distance, Henri, est-ce qu'il y a encore une question? Non. Voilà. Peut-être pour conclure, Joseph. À distance, ils sont endormis parce que je ne les surveille pas. Vous, je vous vois. Est-ce que tu peux... parce que ce qui est intéressant avec ces formations, c'est aussi de promouvoir l'engagement des uns et des autres. L'engagement syndical. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, 1 minute 30 à peu près, ce qui a motivé ton engagement dans le syndicalisme social chrétien? Et après, prendre une autre 1 minute 30 pour dire tu as 1 minute 30 pour convaincre ceux qui, dans la salle ou à distance, sont salariés de s'engager dans le syndicalisme. D'abord, j'ai la chance d'être d'une famille catholique sociale. C'est-à-dire, ici, vous comprenez que quand je dis catholique sociale, ça n'a rien à voir avec socialiste. Je vais vous donner qu'un exemple. Mon père était médecin, par choix, il a été médecin libéral, et par choix, il était médecin des prisons de Fresnes. Pendant la guerre, il est passé, donc par choix social. Pendant la guerre, il est passé de médecin des prisons de Fresnes à enfermé à Fresnes pour résistance.
à la fin de la guerre, il retrouve son poste de médecin-chef des prisons de Fresnes. Et là, il s'est élevé contre le mauvais traitement qu'on infligeait aux prisonniers issus de la collaboration. En disant, moi, en tant que médecin, il n'est pas question que quelqu'un qui va peut-être fusiller dans 48 heures, mais qui est malade, qui est quasiment mourant, passe ses dernières heures enchaîné à son lit dans une cellule. Dans mon infirmerie, ça ne sera pas ça. Le respect de la personne, de l'être humain. Et donc, il a été radié. Il a fait un procès qu'il a gagné. Il a été réintégré. Il a démissionné. Quand on est élevé dans ces conditions-là, on se dit qu'on peut donner un petit peu, parce que moi, j'ai eu la chance de ne pas connaître l'arrestation, la guerre, etc. C'est aussi simple que ça, c'est le scoutisme, c'est... voilà. Donc, voilà, c'est la chance d'avoir vécu dans ce milieu, parce que chacun, nous avons nos talents. Et à la fin, il va falloir rendre compte de ces talents. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance, on va peut-être m'en demander un peu plus que d'autres. Pour le syndicalisme, c'est pas compliqué, le syndicalisme, c'est un outil. Alors, où on ne s'en sert pas, ça ne sert à rien. On peut s'en servir de mauvaise façon, et il peut être destructeur. Je pense à mes camarades de la CGT, de Sud, de machin, etc. Où on s'en sert bien, et il permet de construire. Il permet de développer une société. Alors tous ceux, si par hasard il y avait un ou deux catholiques dans la salle, lisez les encycliques. Vous verrez que dans les encycliques sociales, on vous dit qu'il faut aller dans les organisations syndicales, il faut prendre les choses en main. Mais si on ne se sert pas de cet outil, je vous rassure, d'autres s'en servent. Et après, ça permet de faire des tas de choses qu'on n'imagine pas. Voilà. Que ça soit individuellement par les gens qui viennent nous voir, qui ont des problèmes et qu'on peut aider, ou collectivement en essayant d'influer sur les lois. Alors les lois, il y a les lois nationales, mais il y a aussi ce qui se passe dans l'entreprise, il y a aussi ce qui se passe au niveau des branches professionnelles. Et quand je dis ça, je pense au syndicalisme salarié et aussi au syndicalisme patronal. J'aimerais bien, dans les négociations, quand j'en avais avec le patronat au niveau national notamment, avoir des patrons socio-chrétiens en face de moi. Ce serait plus simple pour se comprendre et pour faire avancer les choses que d'avoir des gens totalement déshumanisés. Il y en a aussi, il y a les deux, hein, comme chez les salariés. Mais donc le syndicalisme, c'est ça. C'est prendre sa vie en main un peu, et puis être acteur de sa vie. C'est pas toujours facile. Mais ça apporte aussi de grands bonheurs et de grandes belles choses à faire. Merci beaucoup, Joseph Touvedel. Donc, conclusion, syndiquez-vous, mais dans les bons syndicats. Abonnez-vous à Permanence, 65 € par an, trimestriel. Abonnez-vous à Capital Social, c'est le seul magazine économique et social en France qui a une inspiration qui a l'inspiration de la doctrine sociale de l'Église, même si c'est pas un magazine confessionnel. C'est pas affiché comme ça, mais en fait, voilà. Oui, en fait, c'est ça. C'est l'inspiration. Ouais, une inspiration de la pensée sociale de l'Église. Donc 34 € par an, 4 numéros pour Capital Social. Vous avez Social. quelques numéros qui traînent comme ça, vous pourrez voir un peu. Vous allez découvrir. Donc prenez, il y a des permanences et des capitales sociales. Et la petite table qui est au centre, sous le crucifix, vous avez des livres qui sont à votre disposition. Vous voulez prendre tout cela est offert. Et donc un jour, si vous avez des responsabilités, n'oubliez pas que quand vous avez à fixer les salaires des collaborateurs, d'essayer d'approcher le juste salaire. Celui qui vous parle est un petit patron, parce que quand on vous dit les syndicats, j'étais patron d'un syndicat, donc j'avais au siège 80 salariés. J'étais patron de Paris, 5 salariés. Donc je sais aussi ce que c'est que le boulot de patron, et de fixer des salaires. Chez moi, il y avait un salaire minimum plus. Ouais. Et je connais ton équipe, ils n'ont pas l'air malheureux, ça va. Les séances suivantes, la 5 et la 6, donc celle de février et celle de mars, on doit les intervertir pour des raisons d'agenda de chacun des intervenants, c'est-à-dire Benoît Dumoulin et moi-même. Donc le mardi 6 février, ce sera Benoît Dumoulin pour de l'État gendarme à l'État-providence, quel périmètre pour l'État ? Bonne question. Et moi, je traiterai de ce fait le 5 mars, option préférentielle pour les pauvres, justice ou charité. Merci pour votre attention et bonne semaine à tous et on se retrouve au mois de février.